Eh bien, merci beaucoup de participer à cette masterclass avec un nom bien pompeux, mais c'est juste une présentation, hein. Moi, je suis master de rien du tout. Mais donc, je vais vous parler du sujet de l'adaptation, et notamment en m'appuyant sur une étude sur laquelle j'ai pu travailler pendant une dizaine de mois. Pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Thomas Bastin et je travaille à BPI France Le Lab, ce qui est une équipe au sein de BPI France qui s'intéresse aux problématiques dédiées aux dirigeants de PME et de TI. Et donc, pour ces dirigeants, on essaye de réaliser des études qui va vraiment traiter certaines problématiques. Ça peut être des problématiques de croissance ou alors des problématiques d'équilibre général. Par exemple, j'avais fait une étude sur l'équilibre entre la vie familiale et la vie entrepreneuriale pour ces chefs d'entreprise-là. Donc voilà, on brasse des sujets très variés, mais à chaque fois avec cette exigence de nous concentrer sur les dirigeants de PME et ETI. Et donc l'année dernière, en décembre, on a publié une étude sur l'adaptation et les stratégies d'adaptation qui pouvaient être mises en place. On a suivi une méthodologie assez classique pour nos études, mais à savoir une enquête statistique que je vous présente ici en quelques chiffres, et des interviews d'experts et de chefs d'entreprise. À chaque fois, l'idée, c'est à la fois de récolter des données inédites sur un sujet, d'aller à la rencontre des chefs d'entreprise pour voir quelles ont été les bonnes pratiques déjà éprouvées de leur côté, leurs projets, leurs difficultés, tenter vraiment de récolter leurs témoignages à la première personne en direct. Et on va aussi à la rencontre d'experts, que ce soit des consultants, pas forcément pour cette étude-là, mais des experts comptables, des avocats, tout un tas de personnes qui gravitent autour des dirigeants et qui potentiellement ont de bonnes idées aussi à diffuser lorsqu'on traite d'un sujet comme celui-là. Ici, alors, la donnée principale que je voulais souligner, c'était que les 380 dirigeants d'entreprise qui constituent notre échantillon, c'est assez faible, parce que d'ordinaire, on a plutôt entre 1500 et 2000 répondants. Et ici, le sujet n'a pas passionné les foules, donc c'est déjà un premier enseignement malheureusement. On s'est rendu compte que notre taux de retour était vraiment très bas, parce qu'on avait interrogé la bagatelle de 50 000 dirigeants, je crois. Donc on a moins d'1% de retour. Généralement, ça n'atteint pas des sommets, mais on est plutôt entre 4 et 5% de retour de nos enquêtes. Donc voilà, il y a peut-être déjà une première indication, c'est que le sujet ne passionne pas encore les foules et que nos répondants vont peut-être aussi avoir une sensibilité vis-à-vis de ce sujet-là, parce qu'ils ont décidé, eux, de nous consacrer les 12-15 minutes qu'il faut pour répondre à la quarantaine de questions que constituait l'enquête. Donc ce que je vous propose, c'est simplement de passer en revue rapidement quelques éléments théoriques pour commencer, histoire qu'on ait tous le même niveau d'info sur ce qu'est l'adaptation, à quoi ça répond comme défi, etc. Ensuite, quelques chiffres tirés de l'étude pour que vous puissiez avoir un aperçu aussi de la sensibilité des chefs d'entreprise vis-à-vis de ces questions. Et derrière, passer à une étape un peu plus pratique, tenter de voir quelles sont justement les solutions qui ont pu faire leurs preuves, notamment à travers des études de cas qui ont été publiées dans notre étude. À chaque fois, c'était des interviews au départ de ces chefs d'entreprise-là, et on se rend compte qu'en fait, ils exposent très clairement leurs défis, très clairement à côté les solutions qu'ils ont pu mettre en place. Et donc, on a essayé de regrouper tout ça pour que toutes les personnes qui sont susceptibles de rencontrer les mêmes enjeux puissent trouver des solutions potentiellement adaptées. Voilà, alors ici, donc, c'est un schéma vraiment de base, on va dire, mais qui présente ce qu'est l'adaptation, ce qu'est l'atténuation. Donc, si vous êtes ici, j'imagine que vous avez déjà sans doute une idée plus ou moins précise de ces enjeux-là. Mais pendant des années, on a beaucoup parlé d'atténuation, de bilan carbone, de la baisse des émissions au niveau des productions, au niveau des produits à l'usage, des scope 1, scope 2, scope 3, tout ça. Voilà, c'est des éléments qui sont de plus en plus rentrés dans le langage d'abord des responsables RSE, puis des dirigeants eux-mêmes qui se sont appropriés vraiment toute la terminologie. Depuis quelques temps, on va dire 3-4 ans, c'est le sujet de l'adaptation qui commence aussi à grimper, à se faire vraiment de plus en plus entendre dans les médias, dans les discours politiques, et aussi maintenant donc, dans les stratégies des chefs d'entreprise. Et donc c'était pour ça que nous, on a vraiment voulu faire un guide dédié, parce qu'on avait beaucoup parlé aussi de l'atténuation dans nos précédentes publications.
Cette fois-ci, on se concentre sur l'adaptation parce que même si c'est un sujet qui monte, c'est pas encore aussi bien connu, délimité. On n'a pas une méthode qui fait référence en la matière comme pour le bilan carbone. On ne sait pas toujours exactement quels sont les périmètres à prendre en considération. Est-ce que mon sous-traitant en Asie du Sud-Est, ça me concerne ou pas? Bon, il y a tout un tas de choses encore à clarifier. Donc voilà, on a décidé de travailler sur cette notion-là. En quelques mots simplement, là on a voulu faire une slide introductive plutôt neutre, voire positive, hein, parce qu'il y a de jolies couleurs comme vous pouvez l'apprécier. Mais l'info principale et le centre de tout, évidemment, c'est ce petit rectangle-là. On aurait pu mettre des statistiques sur le nombre de feux de forêt qui augmentent, les inondations également, les températures moyennes qui explosent, les nombres de jours de canicule et de chaleur tropicale durant les nuits qui connaissent de très fortes progressions aussi. Des éléments qui sont aussi censés progresser malheureusement à l'avenir dans les prochaines décennies. Mais donc, une fois qu'on a ça en tête, l'atténuation, c'est ce qui s'attaque aux origines du mal, donc à savoir les émissions de carbone, les énergies carbonées, les produits qui requièrent un process de transformation qui va être très consommateur en énergie. Donc pour résoudre tous ces problèmes-là, le bilan carbone, c'est très bien parce que ça nous permet d'identifier quelles sont les sources d'émissions en interne, en externe, vis-à-vis de ses clients, de ses prestataires. Et donc l'usage d'énergie renouvelable, l'électrification des process. On a des idées de plus en plus claires sur ce qui doit être fait. Il y a beaucoup de projets qui ont déjà été mis en place. Pour ce qui est de l'adaptation, donc ici on est de l'autre côté du changement climatique. Une fois que ce changement climatique, il est bien présent et qui commence à se faire sentir malheureusement. Donc là on parle à la fois de changements climatiques chroniques, à savoir donc la hausse des températures générales, la hausse du niveau de la mer, l'érosion des traits de côte. Tout ça c'est des éléments chroniques donc, qui vont augmenter petit à petit, mais qui ont une trajectoire déjà bien définie. Et on a à côté de ça aussi le changement climatique qui se fait sentir à travers des événements exceptionnels, des aléas climatiques hors normes. Donc là, ça va être les canicules, les inondations, les feux de forêt, les sécheresses, enfin tous ces événements-là qui augmentent et qui sont de plus en plus menaçants pour un bon nombre d'entreprises. Alors ça, je vais revenir dessus après. Voilà. Je voulais juste vous montrer ça avant, parce qu'une fois qu'on sait que, en suivant les actualités, on sait qu'il y a de plus en plus d'événements tragiques. Il y a eu les feux en Australie, les feux en Californie, les sécheresses dans le sud-ouest en France, les inondations dans le nord. Enfin, ça rentre un peu dans l'imaginaire commun. On sait que ça déraille, que ça va aller sans doute de mal en pis. Mais pour un dirigeant d'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement derrière? Quelles sont les retombées? Parfois, ça peut être un peu moins précis. On imagine que c'est assez simple à envisager pour un chef d'entreprise dans la construction qui a des équipes qui travaillent à l'extérieur sous 40 degrés l'été et donc qui sont au chômage technique parce que c'est humainement impossible de continuer les activités. Mais l'idée ici avec ce schéma, c'est vraiment de se dire qu'il faut interroger ces vulnérabilités plus globalement lorsqu'on veut s'attaquer au sujet de l'adaptation. Si on veut améliorer sa résilience d'entreprise face au changement climatique, la première brique, c'est vraiment de diagnostiquer ces éventuelles vulnérabilités ou faiblesses vis-à-vis de ce changement climatique. Donc ici, ça permet simplement de se rendre compte que à gauche, on a des conséquences physiques directes sur les actifs, les salariés, les stocks de l'entreprise elle-même. Donc, si on fait le parallèle avec un bilan carbone, ça va être un scope 1. À droite, c'est plutôt les conséquences indirectes, où là, ça va toucher à la fois les opérateurs de réseau, des opérateurs de réseau de télécommunications, d'énergie, de transport, les rails par exemple, quand il fait chaud, ils ne sont pas très en forme, donc il faut aussi penser à ça lorsqu'on essaye d'évaluer sa vulnérabilité au global. Et
Tout en bas, on a plutôt d'autres conséquences, où là, ce ne sont pas des conséquences physiques, mais des conséquences qui peuvent traiter de l'image de l'entreprise. Parce que si une entreprise n'arrive pas à livrer son client pendant 15 jours à cause d'une vague de chaleur ou à cause d'un souci d'approvisionnement quelconque, c'est son image qui va potentiellement être affectée. C'est des contrats à l'avenir qui ne vont pas être renouvelés. Au niveau des investisseurs, c'est pareil. Donc voilà, il y a tout un tas de vulnérabilités envisageables lorsqu'on parle du changement climatique pour une entreprise. Et au centre, on a essayé de résumer ça avec quelques éléments hyper factuels qui parlent vraiment à tous les dirigeants. Ça va être l'augmentation des coûts, notamment pour le remplacement ou la réparation de matériel détruit. La baisse de productivité des salariés quand il fait chaud, ou enfin, voilà, dans tout un cas de cas de figure. La baisse de la production liée à l'indisponibilité des facteurs de production. Si les stocks sont détruits parce que les conditions de refroidissement ont malheureusement rencontré un problème. Si les transporteurs ne peuvent pas faire leur travail à cause de réseaux routiers bloqués ou de réseaux ferroviaires interrompus. Bon, voilà, là aussi, c'est des choses qui parlaient aux chefs d'entreprise. L'évolution du prix des intrants, ça va être si, par exemple, un chef d'entreprise doit travailler avec une matière première qui se produit localement près de chez lui dans l'Indre, mais qu'avec le réchauffement climatique, le producteur en question va devoir remonter dans le nord du pays pour avoir les conditions nécessaires à sa production. Et bien nécessairement, ça va lui demander donc de passer par un autre prestataire ou d'ajouter des coûts de transport à celui qui était son voisin au préalable. Bon, tout un tas de choses qui peuvent venir ici entrer en jeu. Ici, donc, c'était la slide précédente que je voulais vous montrer parce que lorsqu'on commence à aborder le sujet, il y a des dirigeants qui nous disent « Mais moi, je ne suis pas tant concerné que ça parce que j'ai des assurances. J'ai bien travaillé avec mon courtier, je sais qu'il m'a protégé, il peut me protéger en cas de canicule, en cas d'inondation. Donc finalement, est-ce que je suis si concerné que ça vis-à-vis de ces problématiques ?» Alors là, il y a juste deux choses à avoir à l'esprit. C'est que d'une part, la plupart des contrats d'assurance, ils ne protègent que les biens, mais les pertes d'exploitation sont rarement, voire jamais protégées. Donc si jamais votre entreprise a un souci d'inondation, peut-être que certaines machines pourront être remplacées ou il y aura un remboursement des dégâts, des sinistres. En revanche, le fait que vous n'avez pas pu produire pendant un mois le temps de remplacer les machines, que vos clients se sont fait la malle parce qu'ils avaient des besoins très urgents, là les assureurs n'interviendront pas. Donc finalement, c'est une couverture, mais avec des trous assez importants. Et deuxième chose, comme vous le voyez avec les chiffres qui sont là, on a une augmentation prévue par les assureurs eux-mêmes. Donc la CCR là, qui fournit ces chiffres, c'est la Caisse centrale de réassurance qui travaille main dans la main avec les principales compagnies. Et donc, ils disent que selon leurs calculs et leurs prévisions, on a une explosion vraiment de tout un tas d'aléas qui à la fois, une explosion en fréquence, en intensité, mais aussi en coût. Parce que les biens assurés vont avoir une valeur qui vont certainement augmenter. Et en plus de ça, il y a plus de personnes, plus de biens qui seront à assurer et donc potentiellement à dédommager s'il y a des dégâts. Donc tout ça pour vous dire que les assureurs ont déjà tiré la sonnette d'alarme. Il y a eu un changement l'année dernière sur le régime des catastrophes naturelles parce que le modèle financier commençait à battre de l'aile et on prévoyait qu'il n'y avait plus d'enveloppe budgétaire suffisante pour répondre à l'ensemble des dégâts liés au changement climatique qui s'annonçaient pour les prochaines années. Et donc maintenant, vous comme moi, tout le monde qui dispose d'assurance sur d'éventuels biens, on paye une surtaxe pour financer le régime de catastrophes naturelles. C'était déjà le cas avant, mais cette surtaxe a été légèrement augmentée et potentiellement, elle peut encore augmenter dans les prochaines années si le modèle déraille et on n'arrive pas à avoir cette solidarité nationale qui fait normalement une de nos forces en France au niveau des assurances. Parce que, je vous le rappelle, par exemple aux États-Unis, en Californie et dans la région de la Nouvelle-Orléans, pour les feux de forêt en Californie et pour les risques de tempêtes, voire inondations, je ne sais plus, dans la région de la Nouvelle-Orléans en Louisiane,
les assureurs ne veulent plus aller sur place parce qu'il y a un risque qui est trop important à leurs yeux. Il n'y a même plus d'aléas en réalité, selon eux. On est sûr qu'il y aura des dégâts à venir rembourser et à indemniser. Et donc, les assureurs ils disent que ça ne remplit plus les cases de leur modèle habituel. Il n'y a plus de prime au risque parce que, en fait, le risque n'en est plus vraiment un. On se demande simplement quand la prochaine catastrophe va arriver et pas s'il y en aura une ou non. Et donc ça invite certaines compagnies d'assurance à se retirer de certaines zones géographiques. Donc pour l'instant, on est épargné grâce au régime catastrophe naturelle en France qui est à l'échelle de l'État. Mais voilà, il y a potentiellement quand même une forte remise en cause du modèle de l'assurance qui pourrait faire en sorte que beaucoup de dirigeants d'entreprise seraient concernés. Aussi, une autre remarque que les chefs d'entreprise nous faisaient lorsqu'on abordait le sujet avec eux, pour certains, c'était de dire qu'ils n'étaient pas vraiment concernés pour le moment. Ils étaient dans un climat plutôt tempéré en France. Certes, il y avait des jours de plus en plus chauds, mais ça restait supportable. Certes, il y avait quelques jours de canicule où là, on trimait un peu plus, mais bon, l'activité continuait tant bien que mal. Et donc, finalement, ils pouvaient avoir le réflexe de nous dire « on verra ça un peu plus tard ». Là, ce qu'on voit avec les deux données, les deux camemberts du haut, c'est que pour un gros tiers des dirigeants, en fait, c'était déjà trop tard et qu'ils avaient déjà été affectés par des aléas climatiques. Donc là, on leur demandait directement ou indirectement, c'était soit sur le périmètre de leur entreprise, soit sur le périmètre de leurs fournisseurs. Mais dans tous les cas, ça a eu un impact véritable sur leur activité, leur chiffre d'affaires. Et c'est donc là où on se rend compte qu'il y a déjà un tiers des entreprises qu'on a pu interroger qui ont été donc victimes en quelque sorte d'un événement climatique extrême. Et évidemment, vous voyez, il y a déjà une évolution, on est passé de 30 à 34% en 4 ans. Vu les prévisions, on imagine que ça devrait très fortement augmenter avec de plus en plus d'entreprises concernées. Là, jusqu'à maintenant, j'ai parlé du phénomène comme étant quelque chose d'assez homogène. Évidemment, il y a une dimension géographique qui est déterminante pour vraiment appréhender le sujet. Si on s'intéresse ici aux deux derniers éléments, aux deux dernières modalités de réponse, le retrait du trait de côte et le manque de neige, évidemment, ça ne concerne que les entreprises qui sont sur le littoral ou en basse, moyenne montagne pour l'instant. Donc là, c'est sûr qu'on va avoir des chiffres assez réduits. On n'a que 3 et 4% des entreprises interrogées qui s'estimaient fortement vulnérables à ces risques en particulier. Par contre, ce qu'on peut voir aussi, c'est que malgré cet aspect ultra local parfois pour analyser les risques climatiques, on a quand même des risques qui sont menaçants pour une majorité d'entreprises à l'échelle nationale. Donc là, il s'agit surtout des 4 premières modalités, les canicules, les tempêtes, les sécheresses, les crues et inondations. On voit qu'il y a du monde qui considère que c'est soit que leur entreprise est soit a une vulnérabilité forte, moyenne ou faible, mais en tout cas qu'il n'y a pas aucune vulnérabilité vis-à-vis de ces risques en particulier. Et notamment, donc, ce qui semble le plus menaçant pour le plus grand nombre d'entreprises, ce sont les canicules et les vagues de chaleur, qui là touchent presque tous les territoires, vu les records de température qui sont explosés aussi bien à Dunkerque qu'à Paimpol ou je ne sais où. Voilà, on sent que toute la carte est concernée. Et en parlant de carte, on a aussi réalisé un petit travail de cartographie dans l'étude que je vous invite à découvrir si jamais ça vous intéresse d'aller regarder de plus près la dimension locale de certains phénomènes. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'était de prendre, avec nos collègues de la direction des risques, de prendre donc, un risque en particulier, un risque climatique en particulier. À gauche, ça va donc être le risque de sécheresse. Et on interroge à l'intérieur de chaque département la part des établissements qui sont exposés à un risque significatif. Donc là, c'était en fonction d'une échelle construite par la direction des risques. C'était une échelle à 4 entrées. Donc significatif, ça veut dire que c'est vraiment du costaud. Et donc, on le voit bien ici, il y a de plus en plus de régions qui sont concernées par les risques de sécheresse. Pour les risques de RGA, donc retrait-gonflement des sols argileux, qui menacent notamment
les fondations des bâtiments, les infrastructures, les équipements de proximité qui font apparaître des fissures et qui provoquent potentiellement des risques d'effondrement. Là aussi, on a une forte diffusion de ce risque dans de très nombreuses régions en France, parce que c'est extrêmement lié au niveau de sécheresse et au niveau de précipitation et d'absorption des sols. Et à droite, on a le risque de feu de forêt qui quitte le pourtour méditerranéen pour gagner la Gironde, bon, je ne me souviens plus de mes leçons de géographie, mais le centre Val-de-Loire, peut-être le Poitou-Charentes. Voilà. Par contre, on avait un petit souci, donc je les ai laissés, mais j'aurais pas dû, parce que finalement, ça n'apporte rien que je vous précise ça. Mais le risque d'inondation, on avait un petit souci au niveau de nos données, et donc ça donne l'impression que ça va aller mieux en 2030 et qu'on a des formidables raisons de se réjouir. En réalité, c'est plus un défaut de notre part, du coup, parce que on prend en compte le niveau de précipitation par département, mais on ne tient pas en compte la capacité d'absorption. Et donc, c'est un peu technique, mais en gros, il va pleuvoir peut-être un peu moins au global dans l'année, mais il y aura des niveaux de précipitation beaucoup plus intenses et concentrés sur certaines régions, et les sols n'absorberont pas aussi bien les quantités déversées, et ça risque de faire des effets comme à Valence, je crois que c'était à l'automne dernier, où il y avait des torrents qui s'abattaient sur la ville, parce qu'on était sur un sol minéralisé, bétonisé. Et en plus de ça, il y a eu beaucoup de précipitations d'un coup, et donc une incapacité des sols à absorber le surplus. Et donc là, potentiellement, on s'orienterait dans les prévisions sur des choses de ce type-là. Donc là, voilà, à prendre avec des pincettes, le risque d'inondation, je préfère être parfaitement transparent avec vous, mais le reste, c'est carré. Ensuite, alors là, quelques chiffres aussi très rapidement, mais que je trouvais intéressant de vous partager. Ici, on demandait aux dirigeants si l'adaptation au changement climatique constituait dès aujourd'hui un sujet stratégique majeur pour eux, ou quelque chose d'important, mais qui repousse un peu à plus tard, ou finalement quelque chose de vraiment secondaire. Ou encore, la dernière option, c'était je vois à peu près ce que c'est, mais bon, je regarderai parce que ça ne me parle pas plus que ça. Et donc, le 68%, c'est le chiffre sur lequel on a le plus communiqué quand on parlait de l'étude à sa sortie, c'était que 68% ne considèrent pas ce sujet comme étant un sujet stratégique. Mais en réalité, on peut quand même nuancer ce constat avec la deuxième modalité. C'est un sujet important. Les dirigeants savent que c'est quelque chose sur lequel ils vont devoir plancher. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera dans un avenir plus ou moins proche. Donc il y a quand même une prise de conscience, c'est quand même positif, mais on aurait aimé évidemment que ça soit d'ores et déjà considéré comme quelque chose de plus important encore, même si les dangers ne se font pas sentir tout de suite. Vu les évolutions et les projections climatiques, ça sera sans doute le cas pour un grand nombre de personnes et d'entreprises. Ici en bas, on leur demandait ce qu'ils avaient déjà mis en place. Les 12%, les bons élèves, c'est ceux qui ont déjà défini, je vous le lis, parce que je sais qu'il faut vraiment 12 à chaque œil, là, j'aurais dû un peu plus augmenter la police, mais je définis une stratégie et un plan d'action dont les résultats sont déjà visibles, ça ne concerne qu'un dirigeant sur 10. Et à l'inverse, on a une majorité de dirigeants qui n'ont pas encore agi concrètement. Certains se sont informés, c'est déjà la première étape, et certains ne se sont pas du tout occupés de la question, là c'est 20%. Donc, voilà, on peut interpréter ça de manière positive ou non, mais globalement, on sent qu'il y a des axes d'amélioration qui peuvent concerner beaucoup de monde. Ici, ça, c'était une de mes slides vraiment préférées, si tant est qu'on peut dire ça, mais le basculement est vraiment très visible, et je trouve ça très clair de voir pourquoi les chefs d'entreprise ne se lancent pas dès aujourd'hui dans des stratégies, dans des plans d'action formalisés, des choses concrètes pour adapter leur entreprise. En réalité, c'est vraiment une question d'horizon de temps. On leur demandait donc, aujourd'hui, à quel point votre entreprise vous semble-t-elle exposée aux aléas climatiques? On leur demandait ensuite de répondre sur une échelle de 5, ils avaient le choix entre 0, 1, 2, 3, 4, 5. On a réuni les réponses. Les expositions faibles, c'est 0 et 1. Exposition moyenne, c'est 2 et 3. Et exposition forte, c'est 4 et 5. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, on a beaucoup de dirigeants qui sont plutôt attentistes parce qu'ils considèrent que leur entreprise n'est tout simplement pas exposée. Et donc, pourquoi se soucier d'un problème qui ne risque pas de se matérialiser à court terme?
on les comprend, il y a beaucoup d'autres priorités quand on est chef d'entreprise et on ne va pas leur jeter la pierre. Et potentiellement, donc, l'adaptation au changement climatique, c'est une injonction supplémentaire pour certains. Et donc, on ne va pas se précipiter dessus si on considère que ce n'est pas la priorité du moment. Les choses commencent à évoluer en 2030, où là, le curseur va gentiment vers la droite. Et en 2050, on voit qu'il y a vraiment la bascule qui est totale. Où là, c'est presque une majorité de dirigeants qui s'estiment fortement exposés au changement climatique et aux différents aléas associés. Donc on peut comprendre que ça peut aussi pousser les dirigeants à repousser justement la prise en main et le traitement de ce sujet en se disant, bon, est-ce que je serai encore là en 2050 ? Je vais certainement transmettre ou vendre l'entreprise d'ici là. Est-ce que ça ne serait pas un sujet pour la prochaine équipe de direction ? Est-ce que voilà, finalement, hein, je crois que j'ai fait le tour des questions potentielles. Mais voilà, en tout cas, il y a ce problème-là qui peut inciter à l'inaction et donc à un certain attentisme. Là, très rapidement aussi, je voulais juste vous montrer, on a interrogé les dirigeants sur tout un tas de mesures d'adaptation. On leur demandait est-ce que oui ou non vous l'avez mise en place chez vous. Je n'ai pas mis la légende, mais le jaune c'est le oui, le noir c'est le non. Et ce qui est assez amusant d'une certaine manière d'observer ici, c'est que tout en haut, la mesure la plus populaire, c'est aussi la mesure qui fait le plus polémique. L'installation de la climatisation dans des bureaux et des locaux, ça concerne donc 7 dirigeants sur 10. C'est efficace en matière d'adaptation parce que on baisse la température, on améliore le confort de travail. En revanche, c'est la pratique de maladaptation par excellence, ce qu'on appelle la maladaptation, parce que certes, on résout un problème de chaleur dans l'immédiat. En revanche, on revient aux racines du problème et à l'usage d'énergie carbonée pour faire fonctionner un climatiseur. On est branché sur un réseau électrique. Si le mix énergétique local est décarboné, tant mieux, ça peut sans doute moins faire de mal. Mais si on est plutôt dans un pays où c'est encore le charbon, le pétrole, le gaz qui fait fonctionner les centrales énergétiques, là, ça pose déjà un petit problème d'émissions carbone. Au-delà de ça, il y a aussi l'effet d'îlot de chaleur urbain, où là, donc, ça signifie que ces climatiseurs, ils rejettent de l'air chaud pour faire souffler de l'air froid à l'intérieur. Et donc l'air chaud rejeté à l'extérieur, c'est souvent dans un milieu urbanisé où là, il y a déjà potentiellement de la chaleur qui s'est accumulée dans le béton, dans les murs. Et donc ça vient finalement empirer la situation là où c'était censé apporter une solution. Donc peut-être qu'en local, dans l'entreprise, ça fonctionne, mais pour tous les gens qui gravitent autour, ça rajoute du mal au mal. Et autre enseignement que je voulais souligner, c'était que les deux modalités qui sont les plus encouragées par les experts de la question pour se lancer sont les deux moins populaires. Le diagnostic de la vulnérabilité de l'entreprise et de sa chaîne de valeur pour avoir une vision la plus complète possible des menaces climatiques qui peuvent éventuellement se matérialiser vis-à-vis de l'entreprise. Et les analyses de projection climatique, ça c'est loin d'être un réflexe aussi, parce qu'il y a certains dirigeants qui vont dire moi par exemple, j'ai une entreprise qui va être en zone inondable à côté d'un cours d'eau, mais ce cours d'eau n'a jamais débordé. Donc c'est de la théorie, mais dans les faits, je sais que je suis à peu près protégé. Il y a un petit relief, bon, voilà, on s'arrange, ça l'a toujours fait et ça continuera de le faire. Mais malheureusement, ça c'est un peu prédire le passé en se fondant uniquement sur prédire l'avenir en se fondant uniquement sur le passé. Or, on sait que ce qui nous attend n'aura rien à voir avec les conditions climatiques des dernières décennies. On va avoir plus de précipitations, comme on l'a dit, et donc potentiellement des cours d'eau qui déborderaient davantage, et notamment là où ça n'a jamais été le cas. Donc c'est pour ça que lorsqu'on veut s'interroger sur ses vulnérabilités et améliorer sa résilience, il faut, c'est facile à dire, c'est fortement encouragé de consulter des projections pour s'assurer que nos démarches elles seront pertinentes, pas seulement aujourd'hui, mais pour plusieurs décennies. Et à ce titre-là, dans l'étude, ainsi que là dans les annexes de la présentation,
Il y a quelques outils qui sont libres d'accès et qui sont plutôt simples à prendre en main. Moi, j'y suis parvenu et je suis loin d'être un amateur des solutions un peu digitales. Et donc, c'est Météo France qui propose ça. On choisit en gros son scénario de projection. Est-ce qu'on veut quelque chose de plutôt optimiste, 4 degrés, ou alors à l'inverse, 4 degrés et demi, et un truc pour voir vraiment qu'est-ce qui pourrait arriver dans le pire du pire des cas. Et on peut jouer avec les différents scénarios et avoir à une maille très locale quels seraient les risques à prendre en considération en matière de réchauffement des températures, de précipitations, de sécheresse, de tout un tas d'éléments. Donc ça, je vous encourage vraiment à aller y jeter un œil si jamais vous ne connaissez pas tous ces outils-là. Bon, et ça très rapidement, parce que là, je m'égare, mais ici, on interrogeait aussi les chefs d'entreprise pour justement les interroger sur qu'est-ce qui pouvait les inciter à passer à l'action, une fois qu'ils avaient dressé le constat que c'était nécessaire de faire quelque chose. Qu'est-ce qui pouvait véritablement les mener à passer le pas et à lancer des projets concrets. Donc, on avait déjà posé cette question il y a 4 ans et c'était à peu près les mêmes réponses. C'est toujours la conviction qui semble être le principal moteur pour les chefs d'entreprise, des PME, des ETI. La contrainte fiscale, par exemple, ou l'opportunité fiscale aussi, d'ailleurs. Des éléments comme ça d'encouragement extérieur, ça semble fonctionner pour certains dirigeants, mais en tout cas, le gros de notre échantillon était plutôt persuadé que c'était leur valeur interne et l'adéquation de leur valeur avec telle ou telle problématique qui allait les inciter à mettre en branle leur projet. C'est véritablement une prise de conscience personnelle qui est attendue, ensuite une compréhension des enjeux, du vocabulaire utilisé, des principales problématiques qui sont posées, et derrière des solutions et des méthodologies à mettre en œuvre. Donc ça se joue vraiment à l'échelle du chef d'entreprise, notamment dans les PME, où là c'est lui qui va insuffler de nombreux projets. Et à droite, l'autre chose que je voulais mettre en avant, c'était que les dirigeants qui ont déjà lancé des stratégies d'adaptation, qui ont déjà lancé certains projets concrets, ils sont ceux qui ont déjà... Alors, pardon. Les personnes qui ont consulté et qui ont déjà échangé avec leurs collaborateurs sur le sujet, avec leurs partenaires bancaires, avec leurs donneurs d'ordre, ils sont surreprésentés parmi ceux qui ont déjà lancé des projets concrets. Donc ça veut dire aussi que l'importance du dialogue, de la sensibilisation vis-à-vis de ce sujet-là, elle est toujours importante. Et on considère notamment que les collaborateurs avaient une importance primordiale parce que ça peut être une sorte de dialogue social pour l'amélioration des conditions de travail qui va ensuite avoir des aspects positifs en matière de productivité, de chiffre d'affaires, d'activité, etc. Et donc finalement que beaucoup de personnes pouvaient y trouver leur compte et que ça pouvait devenir un sujet plutôt fédérateur. En tout cas, dans les chiffres qu'on a pu analyser, à chaque fois que les collaborateurs avaient été consultés ou qu'ils avaient eux-mêmes pris la parole vis-à-vis de ce sujet-là, ça encourageait très fortement les dirigeants à agir. Donc on espère que c'est quelque chose qui pourra se retrouver à plus grande échelle. Et là, dernier chiffre que je voulais vous montrer très rapidement, c'est les freins que peuvent rencontrer les dirigeants d'entreprise, parce que c'est toujours bien de leur dire faites ci, faites ça, c'est pas compliqué, et, allez voir l'outil Météo France, comme je viens de faire. Mais en fait, il y a beaucoup d'obstacles qui se présentent à eux, même s'ils sont armés des meilleures volontés du monde et qui sont convaincus de l'importance du sujet. Et donc, il y a un duo qui revient presque dans toutes les études qu'on réalise pour les dirigeants de PME, de TI, c'est le manque de temps et le manque de moyens financiers. Et donc ça, c'est malheureusement quelque chose qui définit presque la gestion d'entreprise pour ces dirigeants-là. On n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas d'équipe pléthorique vers qui on peut déléguer certaines tâches, ou parfois on a du mal à le faire en tant que dirigeant. Bref, ces deux problèmes-là, ils se posent aussi en matière d'adaptation au changement climatique, parce que c'est un sujet complexe, donc ça demande un peu d'argent potentiellement pour faire appel à des experts, ou pour investir dans des solutions. Ça demande un peu de temps pour entrer dans le sujet, pour aller à la recherche de solutions pertinentes. Et après, le manque de méthodologie de référence, là, c'est un autre problème qui concerne beaucoup de dirigeants, là, presque, oui, c'est ça, 70%.
Et ça, c'est ce qui va aussi différencier l'adaptation de l'atténuation, parce que le bilan carbone, là maintenant, c'est assez clair, les spécialistes sont bien positionnés sur le sujet, ils peuvent vous faire ça en suivant une méthode rigoureuse et bien connue. Pour l'adaptation, il y a des méthodologies qui commencent à émerger, mais elles sont moins connues, elles ont peut-être moins fait leurs preuves. Donc pour les dirigeants, c'est aussi un frein de ne pas savoir si les experts susceptibles de les accompagner sont déjà suffisamment rodés pour faire le travail correctement avec eux. Et donc, évidemment, on n'est pas hors sol dans ce qu'on écrit ou dans ce qu'on conseille aux dirigeants, et on est bien conscient qu'il y a ces difficultés-là. En revanche, ce qui est dommage, c'est le chiffre du dessous, ce qui nous dit que les dispositifs d'accompagnement et d'aide ne sont pas connus par une majorité de chefs d'entreprise. Et ça pourrait tout de même faire la différence dans tout un tas de choses, parce qu'on a de l'accompagnement sous forme de subventions financières, notamment de l'Agence de l'eau ou de l'ADEME. On a des dispositifs d'accompagnement pour que des experts viennent avec un coût réduit au sein de l'entreprise pour faire le bilan de vulnérabilité, pour tenter de voir quelles sont les solutions à mettre en œuvre. Donc il y a des choses qui existent. Il y a BPI France notamment qui travaille sur ces sujets-là et qui propose des solutions aux dirigeants intéressés. Mais on voit que malheureusement, ce n'est pas encore connu. Donc on espère que plus on fera remonter la courbe jaune des personnes qui connaissent ces dispositifs-là, et plus les freins reculeront dans la perception des dirigeants. Maintenant, donc la dernière partie que je voulais voir avec vous, c'était plutôt les aspects pratiques. Tout ce qu'on pouvait recommander aux chefs d'entreprise qui souhaitaient se lancer dans le sujet. Alors là, on a vraiment fait l'effort de travailler au maximum pour des chefs d'entreprise qui vont être plutôt isolés. On ne s'adresse pas à une grande entreprise avec une direction des risques assez étoffée, une armée de spécialistes qui ont une méthode bien rodée, des outils, des logiciels, tout ça. On partait plutôt sur voilà, des conseils pour un dirigeant de bonne volonté qui voulait se lancer. La première chose à mettre en place, donc, je crois qu'on l'a déjà dit, mais je le répète, c'est mettre en place donc, un diagnostic de vulnérabilité pour bien identifier les différents points de sensibilité de l'entreprise vis-à-vis du changement climatique au global. Donc ça correspond à la fois au périmètre interne de l'entreprise, donc les bâtiments, les collaborateurs, les conditions de travail, le stockage des produits, mais aussi donc les sous-traitants, les transporteurs, les opérateurs de réseau, les fournisseurs, tout ce périmètre qu'on va dire secondaire, où là, on va être aussi directement affecté si jamais il y a un souci climatique qui vient chambouler la chaîne de valeur. Donc la toute première chose à mettre en place, c'est essayer d'identifier tous les chaînons clés de son entreprise sans lesquels l'entreprise ne peut pas fonctionner. Comme ça permet de limiter déjà le périmètre de réflexion et d'action pour le chef d'entreprise. Il y a sans doute tout un tas d'éléments qui vont être affectés par le changement climatique, mais qui ne vont pas être décisifs au fonctionnement de l'entreprise. Donc finalement, si la boîte peut continuer de fonctionner, on va dire que c'est secondaire aujourd'hui si on veut commencer et se mettre en route. Et donc, on parlera de ça un peu plus tard. Là, si on se concentre vraiment sur les chaînons clés, on se rend compte déjà qu'il y a beaucoup de choses et que ça représente déjà un périmètre assez considérable. Donc, même si on essaye de réduire ce périmètre pour que ça soit le moins effrayant possible, il y a quand même du boulot. Ça, malheureusement, on ne peut pas y échapper. Après, donc, la deuxième étape, une fois qu'on a vraiment listé l'ensemble de ces éléments, en amont, en aval de sa chaîne de valeur, sur son périmètre également propre, c'est d'interroger donc les menaces climatiques. Donc, dans l'idéal, et je pense que certains logiciels hyper perfectionnés vont le faire automatiquement, on interroge l'ensemble des aléas climatiques potentiels sur l'ensemble des chaînons clés qu'on a identifiés. Si on est dirigeant d'entreprise et qu'on veut faire ça avec un tableau Excel ou à la main, c'est clairement une perte de temps et on perd de l'énergie dans l'histoire. Donc là, il y a évidemment du bon sens. On sait à peu près, lorsqu'on est chef d'entreprise, quels sont les risques. Une fois qu'on a la liste de tous les risques potentiels en aide-mémoire à côté de soi, on sait qu'est-ce qui pourrait être susceptible de menacer le chaînon clé que j'ai identifié un peu plus haut. Et
Et donc, à partir de là, il faut vraiment tenter de les mettre en relation, voir s'il y a des degrés de gravité ou des degrés de fréquence qui sont susceptibles, là encore, de tirer la sonnette d'alarme. Et donc, établir ses priorités en fonction de ça. Quels vont être les risques qui sont à la fois en train de concerner mes éléments clés, mes process clés, et qui sont en plus susceptibles de faire beaucoup de dégâts et qui sont susceptibles de se produire dans un futur proche et à de nombreuses reprises à l'avenir. Donc une fois qu'on a identifié ça, là c'est une trame assez connue en matière de gestion des risques, mais il y a 4 grandes stratégies. L'acceptation, la réduction, l'évitement, le transfert. Par exemple, donc si on a un bâtiment en zone inondable, soit on accepte le fait que le cours d'eau va monter et que potentiellement on a des bureaux qui vont avoir les pieds sous l'eau et on se dit bon bah c'est comme ça et tant pis. Ça sera des dégâts remboursés, ça sera des démarches auprès de mes assureurs, des pertes d'exploitation et tout un tas de choses qui seront liées. Mais finalement on prend le risque et on voit ce qui va se passer. Après, il y a la réduction. Si on est convaincu que c'est un problème qui risque d'être assez grave et significatif pour l'entreprise, on peut se dire, on va prendre des mesures, on va mettre en place certains éléments et on va faire en sorte que ça va nous toucher le moins possible. Même s'il y a une montée des eaux, on aura mis en place un petit milieu marécageux autour de ces locaux, si jamais c'est possible évidemment. Là, je parle en théorie, mais si jamais comme ça, l'eau peut être mieux absorbée, la montée des eaux sera un peu plus contenue, on peut mettre en place d'autres éléments, d'autres solutions fondées sur la nature, et finalement, ça peut constituer une barrière naturelle et protéger davantage les bâtiments en zone inondable. Autrement, l'évitement, là, c'est une autre stratégie qui consiste plutôt à déménager. On se dit, bon, bah oui, c'est dangereux, et puis il y a d'autres choses autour. On n'est pas si attaché que ça à ce périmètre géographique précis, donc on va aller voir ailleurs. Et la dernière chose, c'est le transfert. Donc là, c'est plutôt l'assurance. Donc là, on peut assurer ses biens et on transfère le risque à un tiers, une compagnie professionnelle des risques et de l'assurance. Mais en revanche, comme on l'a vu, donc, ça va assurer plutôt les biens, pas les pertes d'exploitation. Donc c'est voilà, pas forcément une solution hyper satisfaisante dans tous les aspects. Et dans l'idéal, lorsqu'on travaille sur la réduction de ces risques, on peut même trouver des nouvelles opportunités. Donc ça, je vais vous en parler dans 5 minutes avec un cas que je vais vous présenter. Mais c'est une potentialité. On part du constat qu'on est en danger à cause d'un phénomène climatique qui va s'aggraver. Et finalement, on se rend compte qu'on peut changer légèrement de modèle d'affaires pour continuer à écouler ces produits et même à trouver une nouvelle clientèle ou à rapprocher ses fournisseurs dans l'optique de former des circuits courts d'approvisionnement. Il y a des choses comme ça en fait, qui peuvent naître grâce à un diagnostic de vulnérabilité lorsqu'on veut améliorer sa résilience. Et ensuite, donc, là donc c'est certaines solutions qu'on a listées à droite pour montrer que il y a plein de choses qui ont déjà été faites et qu'il y a des choses qui doivent être interrogées à l'échelle de chaque entreprise, de son contexte géographique, de son contexte financier aussi, parce que chacune de ces solutions-là, comme on l'a mis tout en bas, elles doivent être interrogées en fonction de son coût. Si ça coûte une poignée de pain, on ne va pas trop réfléchir, mais si ça commence à coûter des milliers et des milliers d'euros, et qu'en face de ça, on se dit que c'est un investissement qui ne va pas être productif, mais qui va nous protéger d'un potentiel risque qui ne devrait pas nous faire trop de mal en plus s'il survient, est-ce que ça vaut le coup ou non? Là, c'est évidemment la prérogative des chefs d'entreprise de prendre la décision. L'efficacité attendue aussi, parce que certaines solutions vont être très efficaces, d'autres un peu moins. La date de mise en œuvre potentielle, il y en a certaines qui vont demander des travaux importants. Par exemple, si on rénove son bâtiment pour limiter la chaleur à l'intérieur des murs, ça prend un peu de temps. Donc voilà, il y a des solutions comme ça qui peuvent demander un calendrier un peu plus lâche. Autrement, donc, toujours dans l'optique de donner quelques conseils aux chefs d'entreprise qui se lancent seuls ou à un responsable
RSE ou un autre membre d'une entreprise qui se lance sans grands moyens, on préconise de considérer la chose comme un projet à part entière, avec un plan d'action qui doit être mis en place, une répartition des rôles et des responsabilités pour qu'il y ait un soutien de la direction générale, pour qu'il y ait différents directeurs d'unités qui puissent prendre le sujet à bras-le-corps et soutenir les personnes qui veulent s'occuper de ce projet-là. La clarification des objectifs recherchés, parce que, comme je vous l'ai dit, on peut s'appuyer sur différents scénarios prospectifs. On peut se dire, on veut s'adapter vraiment au pire du pire, comme ça on sera bon, quelle que soit l'évolution du climat en 2100. Ou alors on se dit, bon, bah, on va commencer par un petit projet ici ou là, et puis après on va voir si on monte en régime ou non. L'enveloppe budgétaire et le calendrier, ça aussi c'est assez décisif, notamment lorsqu'on voit que chacune des solutions là vont avoir un coût assez important et à varier en fonction des solutions. Et enfin, la recherche de subventions et d'aides pour boucler le budget une fois qu'on a trouvé la solution qui nous semble pertinente. Pour trouver la solution pertinente, soit on va consulter certaines bases de l'ADEME, il y a des documents qui sont très bien faits et où ils répertorient, en fait, comme ce qu'on a essayé de faire là, très modestement, mais à plus grande échelle, l'ensemble des solutions qui peuvent être envisagées en face d'un risque bien spécifique. Donc là, on l'a fait que pour 3 risques, mais il y en a plein d'autres sur lesquels ils ont travaillé au niveau de l'ADEME. Aussi, on peut aller interroger ces parties prenantes. Souvent, les collaborateurs peuvent avoir des idées très précises de ce qui pourrait facilement les aider à se sentir mieux, à être en meilleure santé sur leur lieu de travail, à moins souffrir de la chaleur ou à d'autres problèmes comme ça. Les fournisseurs aussi, les sous-traitants, tous ceux qui vont être plus ou moins directement liés à ces questions-là, peuvent avoir des idées intéressantes. Donc, des petites réunions de travail avec eux, souvent, les dirigeants nous ont dit que ça pouvait véritablement faire émerger des solutions auxquelles ils n'avaient pas pensé eux-mêmes. Pour finir, donc, 3 études de cas. Donc, à chaque fois, c'était à l'origine de ces études de cas des interviews de dirigeants qui ont accepté de jouer vraiment carte sur table, de nous dire, bon, bah voilà, moi j'ai tel problème, ça m'a posé tel souci, et j'espère mettre telle solution en place, ou j'ai déjà mis en place telle solution. Ici, on a affaire à Antoine de Sirier, qui est dans le secteur industriel. Il s'occupe avec une vingtaine de personnes de maquettes et de prototypes pour des cabinets d'architecture, pour de l'événementiel, voilà, pour tout un tas de clients. Et donc, sa spécificité, c'est qu'il est situé en Charente-Maritime, dans une zone qui n'est pas encore inondable, mais il se méfie grandement, parce qu'il est vraiment pas loin. Il est à, je ne sais plus, mais je crois qu'il m'avait dit... il est à 200 mètres de la limite théorique de la zone inondable du fait de la montée des eaux quasiment actée de l'océan Atlantique à cet endroit-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui le préoccupe énormément. C'est l'une de ses principales sources de vulnérabilité, la montée du niveau de la mer. Ensuite, il y avait aussi un travail en atelier qui, pendant les jours de grande chaleur, pouvait poser de grands problèmes à ses salariés. Il y avait des ateliers qui pouvaient avoir des températures maximales qui dépassaient les 30 degrés. Et donc quand en plus on doit travailler de la matière, quand c'est un métier physique, tout de suite, en fait, il y avait un chômage technique qui s'installait parce que ce n'était pas possible. Les salariés disaient qu'il fallait arrêter le travail, que ce n'était pas jouable comme ça. En plus, il y a des produits qui sont à stocker dans des conditions assez particulières. Et donc, si ça chauffe trop, là aussi, sa production va en prendre un coup. Donc, il y a tout un tas de problématiques comme ça. Sans parler de la dernière modalité ici, c'est la hausse moyenne des températures qui va concerner l'essence des arbres et du bois qu'il va utiliser dans sa production. Parce qu'il a l'habitude de s'approvisionner pas loin de chez lui, avec certaines essences bien particulières, mais ces essences sont menacées par la hausse globale des températures et, a priori, ne devraient pas pouvoir survivre s'il fait 2 degrés de plus en Charente-Maritime. Donc voilà, il y a ces 3 problématiques-là qui étaient bien pointées du doigt de son côté, et les solutions envisagées pour faire face à tout cela. Donc, les surveillances des simulations, ça, il était vraiment au taquet là-dessus, il vérifiait ça très régulièrement. L'aménagement des horaires de travail pour éviter les pics de chaleur l'après-midi. Il y avait un accord qui avait été passé avec les salariés de son entreprise pour qu'on démarre à 5h du matin et on termine à 13h la journée.
Donc ça permettait de moins souffrir de la chaleur et on dépassait rarement les 25 degrés. Donc finalement, ça convenait davantage. Évidemment, derrière, il y a des questions de confort et d'équilibre de vie personnelle pour les salariés qui doivent se lever aux aurores. Mais quand l'accord est passé et que finalement eux-mêmes ils trouvent leur compte, ça semble être une solution plutôt acceptable. Un système de traitement de l'air et de ventilation intérieure qui a été installé, qui avait demandé un investissement important, mais qui permettait aussi de limiter les pics de chaleur sans pour autant faire appel à un climatiseur. Et la réalisation d'un diagnostic par un doctorant. Donc là, c'était via un contrat CIFRE. Il avait été contacté par un doctorant qui, je ne me souviens plus de sa spécialité exacte, mais qui voulait en tout cas traiter des enjeux climatiques. Et donc, il lui a réalisé un diagnostic complet en travaillant vraiment là, de fond en comble la chaîne de valeur, en amont, en aval, le périmètre propre de l'entreprise, et pour tenter de voir quels étaient à chaque fois les éventuels points de vulnérabilité. Et donc, ça aussi, c'était ensuite un document très précieux pour le chef d'entreprise qui pouvait analyser ça sous toutes les coutures. Ensuite, Patricia Knopf, qui est dirigeante d'un hôtel-restaurant en Moselle, à l'entrée du parc régional des Vosges, oui, je crois que c'est ça. Et donc, son hôtel-restaurant est, lui, confronté à d'autres problématiques. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, ça peut être très localisé, ça n'a rien à voir avec les problématiques de Charente-Maritime. Ici, le premier point, il fait référence à la tempête de 1999, parce qu'il y avait eu une fermeture du parc à côté d'elle qui avait été dévastée. Son hôtel avait dû fermer et donc il y avait eu un manque à gagner gigantesque sur plusieurs mois. Elle n'avait pas pu accueillir sa clientèle. Les arrêtés préfectoraux de sécheresse, donc en Moselle, on se dit qu'ils ne vont pas être forcément les plus concernés, mais il y en a quand même eu sur les derniers étés. Peut-être pas le précédent parce qu'il a beaucoup plu, mais en tout cas 2023-2022. Et donc pour elle, c'était directement relié à quelque chose de très concret. Elle ne pouvait plus remplir sa piscine et elle devait faire attention à sa consommation d'eau pour ne pas dépasser un certain stade, parce que l'eau dans un organisme de tourisme, c'est considéré comme un usage récréatif. Et donc si on met de côté les sanitaires, en fait tout le reste, ça pouvait ne pas être toléré par l'arrêté préfectoral. Donc voilà, une forte question d'attractivité vis-à-vis de la sécheresse et des ressources en eau. Les vagues de chaleur aussi, et notamment le confort des touristes dans les chambres. Ça, c'était quelque chose qui m'avait vraiment surpris dans son discours, mais elle me disait qu'elle ne voulait pas installer de climatiseur, parce qu'elle savait que ça pouvait provoquer justement une augmentation des émissions de CO2. Et donc, elle souhaitait rénover ses bâtiments pour que le confort intérieur soit supportable, quelle que soit la température extérieure. Malheureusement pour elle, même si les travaux ont été effectués et qu'ils sont efficaces, on arrive quand même à avoir des températures supportables et même agréables, quel que soit, même s'il y a des pics de chaleur à l'extérieur. Le problème, c'est que lorsque on a des touristes, et notamment des touristes étrangers, qui sont sur la plateforme de réservation et qui observent qu'il n'y a pas de climatisation sur la chambre concernée, et ben ça suffit à les décourager. Et donc elle me disait que c'était notamment les Américains, je mets le doigt dessus, hein, je n'ai pas peur, mais les Américains, ils étaient très attachés à la climatisation, et donc même si le confort de la chambre était plus que suffisant, s'il n'y avait pas la climatisation, c'était un refus catégorique d'entrée de jeu. Et donc là aussi, il y a un manque à gagner qui est assez important et auquel on ne pense pas forcément dans ces cas de figure-là. Et enfin, la baisse de l'enneigement. Son hôtel-restaurant est en moyenne montagne, moyenne basse montagne. Pendant des années, elle proposait des excursions en raquettes et en ski de fond. Et aujourd'hui, il n'y a plus de neige. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas un flocon. Et donc, elle me dit les raquettes sont bien rangées au fond de l'entrepôt, mais on ne peut plus les sortir. Donc, ça aussi, c'est une prestation en moins et donc un besoin de se réinventer parce que les activités traditionnelles qu'on proposait aux touristes ne sont plus disponibles. Donc là, les solutions, voilà, là aussi j'en ai parlé, rénovation et installation de conteneurs en sous-sol pour stocker l'eau de pluie. C'était des petits espaces de stockage, mais qui pouvaient bien la dépanner. Et dernier exemple, c'est donc ici un grossiste
en végétaux. Jean-Michel Ranchon, qui est actif dans le Puy-de-Dôme. Et lui, il avait aussi beaucoup d'enjeux liés au changement climatique, comme vous pouvez l'imaginer, parce qu'il faisait pousser certains plants sur ses parcelles. Il en importait d'autres. Et après, il les revendait plutôt à des grandes surfaces. Si vous voulez acheter des fleurs à un Super U, enfin non, c'est pas Hyper U ou un Auchan. Enfin, à chaque fois, il y a une petite section jardinerie. Et ben, c'est lui qui pouvait en fournir sur tout un tas de magasins. Et ce qu'il disait, c'était qu'il y avait un grave problème en bout de chaîne, parce que s'il fait moche, s'il y a des fortes pluies, s'il y a des grosses vagues de chaleur, en fait, personne ne veut jardiner. Parce que les conditions de travail extérieur sont difficilement supportables. Et donc, finalement, on se dit que ça sera pour une prochaine fois qu'on ira jardiner. Il y a aussi un problème au niveau de sa production, parce que le manque d'eau, lorsqu'il y a aussi des arrêtés préfectoraux, c'est compliqué d'assurer l'arrosage satisfaisant des différentes plantes. La grêle, ça peut venir détruire des serres, parce qu'il y avait beaucoup de serres chez lui, et donc ça peut aussi provoquer des soucis majeurs de réparation, de remplacement de serres qui peuvent être très fortement abîmées, et les vagues de froid qui peuvent là encore nuire à des plantes et des arbustes. Je voulais finir par lui parce que ce qu'il me disait dans son interview, c'était qu'il y voyait aussi une opportunité. Ce n'était pas seulement une liste de risques à ses yeux, il pouvait aussi voir ça d'un côté plus positif, plus ambitieux. Il s'est donc positionné sur un nouveau créneau sur lequel qu'il n'occupait absolument pas au préalable, c'est la vente de plantes intérieures. Donc là, on a beaucoup moins de risques au niveau de la production, c'est beaucoup plus facile, c'est moins sensible aux aléas climatiques. On a moins de risques aussi au niveau du côté désagréable du jardinage lorsqu'il fait trop chaud, lorsqu'il fait trop froid ou lorsqu'il y a des tempêtes. Là, c'est plutôt des plantes dans une optique esthétique. Ça peut venir potentiellement participer à la végétalisation et donc refroidir aussi certains espaces trop minéraux. Donc il y croyait beaucoup à cette activité-là, et c'est quelque chose qu'il n'avait absolument jamais considéré jusqu'à maintenant, mais du fait des dangers qui se multiplient, et notamment à cause de l'évolution du changement climatique, il est convaincu qu'en fait, il doit se repositionner là-dessus. Et donc, potentiellement, il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient trouver des opportunités, mais ça demande quand même ce pas de côté. Il faut réinterroger son business model, et donc c'est pas évident, c'est pas un simple investissement dans la rénovation d'un bâtiment ou dans une solution économe en eau pour un industriel. Ça va vraiment être de s'interroger sur comment est-ce que je peux faire les choses différemment. Est-ce que je peux vendre de nouveaux produits tout en m'appuyant sur mon expertise traditionnelle et mes canaux d'acheminement, et vers quel client me tourner. Donc voilà, c'est des réflexions qui peuvent s'enclencher et qui peuvent mener à des repositionnements stratégiques qui peuvent sans doute être davantage durables, qui peuvent s'inscrire dans la durée, même si le changement climatique intervient. Les plantes d'intérieur ne devraient pas trop en souffrir. Voilà, c'est une conclusion originale, je vous laisserai en juger. Je suis disponible pour répondre à vos questions si jamais vous en avez, ou si vous voulez revenir sur certains chiffres de l'étude ou quoi que ce soit. Je suis à votre écoute. Je crois que oui, il est même au-delà de 16 heures, j'ai même dépassé, donc je vous en voudrais absolument pas s'il n'y a pas de questions. Mais... Oui. Oui, ouais, c'est une excellente question, parce que c'est quelque chose qui... Pardon, heureusement qu'il est 16 heures, j'ai ma voix qui s'éteint. On a pu interroger des investisseurs, et nous-mêmes, à BPI France, on a des équipes d'investisseurs, et on a aussi des équipes de financement qui accordent des prêts. On est allé les voir et on leur a demandé si c'était un sujet, ou si ça rentrait pas trop dans l'évaluation d'un projet d'investissement ou de financement. Et ils nous ont dit que
c'était de plus en plus le cas, que nous, en interne, on le faisait, et que la cartographie de la direction des risques, pardon, elle s'appuie sur une base de données que justement on a produite en interne pour identifier les niveaux de risque de chaque entreprise auxquelles on serait susceptible d'accorder un prêt ou dans lesquels on serait susceptible d'investir. Et donc je pense qu'à BPI France, on ne doit pas être les seuls à faire ça. Et donc la problématique va être de plus en plus importante et va être de plus en plus prépondérante dans les réflexions et les décisions des investisseurs et des intervenants financiers. Alors là, je n'ai pas, ouais, non, je l'aurais pas demandé. À mon avis, au début, ça risque d'être toujours des évaluations plus classiques financières. Je ne sais pas s'ils intégreraient dès la première analyse des éléments de vulnérabilité liés au changement climatique. Je pense que ça viendrait plutôt dans un deuxième temps pour approfondir vraiment un dossier si jamais il semble passer les premières étapes. Mais bon, peut-être que c'est des bêtises. Je préfère pas m'engager plus que ça. Oui, c'est ça. Alors, il y a un diag adaptation où là, donc, c'est des consultants externes qui travaillent main dans la main avec un contact de BPI France. Oui, du coup, il y a une méthodologie pour l'ensemble des intervenants, ce qui va avoir quelques points communs avec ce qu'on a présenté là, mais en plus poussé, en plus robuste. Et ensuite, eux, oui, peuvent se déplacer chez vous. Et dans le cadre des diag, il me semble qu'il y a une subvention de 50% de l'intervention qui est prise par l'ADEME et BPI France. Ou l'ADEME peut-être, simplement, je ne sais plus. Mais subvention, ouais. Ça fait baisser la facture de 50% par rapport à la prestation de conseil qui est attendue. Et après, je pense qu'ils peuvent intervenir sur différents sites, il faudra voir avec eux, mais sur les modalités d'opération, c'est quelque chose qui a été lancé assez récemment, mais il y a déjà un panel de consultants assez fourni. Donc voilà, je pense que ça peut être une solution intéressante.